Et voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent, qui veulent assister à ce live. J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle semaine d'hyper-confinement, une semaine qui commence avec une nouvelle lune, ça promet quoi, surtout que les nouvelles lunes en bélier en général, elles sont toujours un petit peu costauds. Et puis celle-ci, n'échappe pas à la règle. On peut même dire qu'elle est intéressante à plus d'un titre, dans la mesure où nous allons devoir profiter justement de ce confinement. Comment dire, pour vraiment travailler sur nous-mêmes. Hein, vous savez, j'imagine que la plupart. Salut Thomas, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Donc le bélier, bah oui, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie. Hein, traditionnellement, il est dit que, enfin de nos jours, en tout cas pour l'astrologie contemporaine, le bélier est le premier signe du zodiaque, c'est le signe du printemps, c'est le signe du commencement, c'est le signe du départ. Salut Sophie. Donc c'est aussi le signe, puisque c'est le premier, c'est le signe entre guillemets primo-accédant, c'est le signe de l'individualité, parfois de l'individualisme. Bon, voilà, c'est selon, tout dépend de la façon dont on va le prendre. Alors, puisqu'on parle d'individualisme, oui, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir, coucou Tiffany, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre à profit cette période de confinement pour pouvoir justement venir se retrouver, parce qu'on a besoin de se retrouver. J'oserais dire même que certains en ont plus besoin que d'autres, si vous voyez ce à quoi je fais allusion. Enfin bon, peu importe. L'idée, on est vraiment ici, on est dans le printemps qui s'éveille. D'ailleurs, je sais pas si vous l'entendez autour de moi, les oiseaux n'arrêtent pas de gazouiller. C'en est même parfois entêtant. Ah oui, oui, non, je suis dit, comme je disais à une amie, c'est limite traumatisant le matin d'être réveillé par le bruit des oiseaux. Bon, il y a pire, hein. Bon, ça c'était le côté, le petit message un peu cynique pour tous mes amis parisiens et toutes celles et ceux qui se retrouvent en ce moment confinés dans des appartements, dans les grandes villes ou même dans les moins grandes villes, peu importe, mais en centre-ville, où effectivement la liberté de mouvement est sans doute beaucoup plus difficile que dans les campagnes. Donc, voilà, l'idée du bélier, c'est vraiment de se retrouver. Et se retrouver dans une période de confinement, je pourrais dire que ça arrive vraiment à propos. Alors pour toutes celles et ceux qui ont suivi les différents échanges que j'ai pu avoir depuis 2019 avec vous, avec Laurence, avec Anne-Sophie ou avec d'autres personnages, d'autres personnes, pardon, qui comme moi s'intéressent aux étoiles ou à des choses un peu plus spirituelles. Euh, on est donc dans cette triple conjonction qui nous amène quand même à revisiter nos fondamentaux. Donc, dans nos fondamentaux, il s'agit vraiment excusez-moi, je réponds à un petit message d'une personne qui veut nous rejoindre. Euh, et nos fondamentaux, c'est quoi? C'est justement un petit peu de savoir, de cultiver une forme d'authenticité envers nous-mêmes, d'authenticité, de sincérité. Euh, L'idée, c'est vraiment de savoir, de pouvoir s'isoler pour grandir en soi, aller chercher un petit peu dans nos caves ou dans notre grenier, c'est selon, qui nous sommes réellement, ce que nous voulons faire, quelles sont nos aspirations, quelles sont nos valeurs d'une manière générale, et ce faisant, à partir du moment où nous cultivons justement ces propriétés proprement différenciantes, eh bien oui, on va prendre conscience que l'on se distingue d'autrui, que nous sommes des personnes individuées, pas individualistes, mais individuées, ou, comme dirait Jung, en voie d'individuation. Et cette notion, elle est fondamentale quand on est dans le bélier, parce que le bélier, donc, c'est l'incarnation de l'âme, avant de pouvoir parcourir son parcours de vie au travers des 12 signes. Et
avant de revenir dans le signe du poisson, qui, comme chacun le sait, est une analogie au paradis perdu. Donc, voilà, le programme de la nouvelle lune en bélier, il est vraiment de pouvoir se mettre au diapason d'une quête d'individualité. Et ceci va être nécessaire parce qu'à un moment donné, évidemment, on va ressortir de notre confinement, au sens propre comme au sens figuré. Enfin bon, ça on l'espère tous, je pense. Et puis du coup, on va se mettre à revenir vers l'autre, à retrouver l'autre. Et dans les retrouvailles avec l'autre, eh bien évidemment, on va être régénéré, on va être renouvelé, on va être véritablement, euh, je vais oser un mot qui est celui d'être réinspiré par nous-mêmes. Et du coup, la rencontre à l'autre va être totalement différente. Elle va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus dans une forme d'échange, d'échange horizontal, d'égalité quelque part. Et puis à partir du moment où il y a un échange, et bien effectivement, on peut commencer à construire des choses ensemble, puisque on va pouvoir apprendre de l'autre, se nourrir de l'autre, et on va pouvoir nourrir l'autre. Donc il est absolument fondamental pour arriver à cet échange-là de pouvoir se connaître, de pouvoir complètement savoir qui l'on est. C'est ça le programme de la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Et puis bien sûr, eh bien ce programme, comme vous le constatez, est accompagné d'un événement qui nous contraint. Alors, profitons-en. C'est en fait c'est une chance qui est absolument géniale de voir qu'un État, enfin que nos différents États proposent un confinement. C'est une période idéale vraiment pour pouvoir se retrouver. Alors, dans mon petit billet d'hier, je voulais effectivement illustrer mon propos au travers comme j'ai l'habitude de le faire, au travers des mythes. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas m'adresser, de ne pas puiser dans les mythes gréco-romains, ni même égyptiens que j'affectionne particulièrement, mais de piocher dans une culture qui nous est vraiment plus proche, enfin en tout cas pour la majorité d'entre nous, hein, en Occident, à savoir la culture judéo-chrétienne, et donc pour cela de, de puiser dans le mythe de la Genèse, le mythe d'Adam et Ève. Alors, avant de prendre appui sur cet exemple, petite précision. Quand on parle d'Ève, de qui parlons-nous? Parce que vous savez sans doute qu'il y a deux Ève. Alors non, Adam n'est pas polygame. Je pense que ça ne l'aurait pas vraiment dérangé, mais il y a bien deux Ève. En fait, c'est deux nénettes différentes, mais elles portent le même prénom. Quelque part, il y a aussi peut-être un petit enseignement à y découvrir. La première Ève, c'est Lilith, qui en astrologie est en général matérialisée par la lune noire. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que en ce moment, en consultation, je reçois énormément de personnes profondément marquées par la lune noire. Et donc, la lune noire, elle nous amène à vivre des formes d'angoisse. Elle peut agiter hein, le côté mental. En ce moment, ça n'arrête pas. C'est pas inintéressant par rapport à ce mythe de la première Ève. Mais donc, ce n'est pas de celle-ci dont je vais parler. C'est véritablement de la seconde, la Ève finalement que tout le monde connaît en ayant lu, c'est vite dit, mais en tout cas en ayant entendu parler, bercé par notre culture judéo-chrétienne, donc dans la Bible, au travers de la Genèse. Alors Ève, c'est qui? Déjà, il faut un petit peu planter le décor. Vous savez que à l'origine, Dieu a créé ce jardin magnifique qui est l'Éden, et il se trouve où ce jardin? Eh bien, il se trouve en Orient. Hein, voilà. Donc, il a établi un jardin, et puis dans ce jardin, eh ben, Dieu l'a peuplé avec de nombreuses espèces vivantes, dont Adam. Dans ce jardin, et donc il y a des animaux, il y a Adam, il y a aussi des arbres, et Dieu autorise Adam de pouvoir se nourrir des fruits de n'importe quel arbre, sauf
de deux arbres, spécifiquement, qui sont, bah, vous le savez tous, d'un côté l'arbre de vie et de l'autre l'arbre de connaissance. Voilà. Petite parenthèse, j'en reviens maintenant à la première Ève, parce que au début, quand Dieu a créé Adam, il a également créé de la terre la première femme qui est Ève, la fameuse Lilith, qui dans la Kabbale hébraïque, eh bien, on apprend qu'elle va s'enfuir. Pour quelle raison? Bah, tout simplement parce que Lilith, enfin la première Ève, c'était une, comment dire, c'était une première féministe, quoi. Hein. C'était une Simone de Beauvoir en puissance, pour tout vous dire. En tout cas pour ceux qui connaissent le mythe, eh bien, elle a été profondément choquée quand Adam, dans l'acte sexuel, puisqu'il était fait pour ça, il a voulu la soumettre. La Lilith, donc, elle a dit certainement pas. Je suis ton égal, hors de question que je me soumette. Adam a piqué une belle crise de colère. La Ève, elle a dit ciao, je me casse. Et en même temps, furieuse, eh bien, elle a crié le nom de Dieu. Et là, je laisse cette histoire de côté parce que c'est pas celle qui nous intéresse. Le lien avec la seconde Ève, c'est dans la mesure où notre pauvre Adam, il s'est retrouvé penaud et tout couillon parce qu'il est tout seul. Et la solitude lui pèse énormément, à tel point qu'à un moment donné, il a réclamé à Dieu de lui donner une nouvelle compagne. Alors, ce faisant, comment ça va se passer? Elle a été virée, oui, c'est exactement ça. Bravo, Sophie. Alors, là, on va vraiment rentrer dans le mythe de la Genèse, donc le mythe d'Adam et Ève. À un moment donné, Dieu dit à Adam, OK, je vais te donner une nouvelle compagne. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il endort Adam. Il l'endort et pendant que Adam est anesthésié, Dieu va jouer les médecins ou les chirurgiens, il va découper son côté, retirer une côte, et à partir de cette côte, il façonne la seconde Ève, celle que tout le monde connaît. Alors là, dans cette partie de l'histoire, c'est quand même très intéressant, parce que d'abord, on apprend que Ève est issue même du corps d'Adam. Alors quelque part, le nom Adam veut dire terre, donc ça veut dire aussi que Ève est issue de la terre. Mais ça va plus loin que ça. Le fait que Ève soit issue d'Adam, ça veut dire que purement et simplement, si je puis dire, Dieu a retiré de nous, a retiré de l'homme, a retiré d'Adam, hein, l'homme primitif, son féminin, pour lui mettre en face des yeux. Le fait de créer Ève à partir d'une côte d'Adam, c'est une façon pour Adam de pouvoir voir son féminin dans un miroir, de pouvoir rentrer dans une forme de projection. Le fait qu'il fasse ça en endormant Adam, c'est pas simplement parce que l'opération chirurgicale pouvait se révéler douloureuse. Non, symboliquement parlant, ça va plus loin. Il plonge Adam dans le sommeil. Il en retire son féminin. C'est ce que Jung appellerait l'anima. L'anima, c'est le féminin de l'homme. Alors en parallèle, mesdames, vous n'êtes pas en reste, hein, on va inverser le procédé. Le masculin de vous, mesdames, mesdemoiselles, c'est quoi? C'est l'animus. C'est exactement la même chose, la même dimension. Donc, l'idée, c'est vraiment, on a besoin de dormir pour pouvoir rencontrer son opposé, pour pouvoir rencontrer sa nature genrée, opposée, différenciante. On a besoin de dormir, l'homme a besoin de s'endormir pour rencontrer son anima. Alors, son anima, son âme, hein, quelque part, hein, ça veut dire la même chose. De même que pour la femme, elle a besoin de s'endormir pour rencontrer son animus, qui est son âme. On est d'accord là-dessus. Ça veut dire déjà qu'au travers de ce mythe, on a une petite info qui nous est donnée. C'est dans nos rêves que nous pouvons rentrer en contact de manière primitive avec notre anima,
ou avec notre animus, selon que l'on est un homme ou une femme. Ça, c'est quand même assez catégorique. Ça veut dire que nos rêves, quelque part, dans une forme de projection de nous-mêmes, ils peuvent nous enseigner à rentrer en contact avec une partie de nous-mêmes qui peut être effectivement malmenée, qui peut être justement totalement indifférenciée. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'en fait, tout ce mythe d'Adam et Ève, il nous parle de pouvoir gérer en nous ce germe qui va pousser de nous, hein, comme si nous étions une graine, et bien ce germe qui va faire que nous allons devenir une plante différente des autres. Et pour cela, il faut impérativement pouvoir rencontrer de manière séparée son genre opposé, c'est-à-dire pouvoir rencontrer pour l'homme son anima et pour la femme son animus. Donc, je continue hein, par rapport à ce mythe d'Adam et Ève. Vous verrez qu'après les choses, toutes les pièces du puzzle vont commencer à se mettre en place. Arrive le fameux serpent. On dit que le serpent dans la Bible, c'est la plus sournoise des créatures. Mais il est intéressant ce serpent parce qu'en fait, le serpent, il va questionner Ève en lui demandant, mais est-ce que tu as le droit de manger tous les fruits dans ce jardin? Et Ève, qui est issue d'Adam, qui a donc reçu le message de Dieu comme quoi on pouvait manger tous les fruits, sauf ceux de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance, eh bien, Ève répond au serpent, bah oui, on peut tout manger, sauf les fruits de cet arbre-là. Parce que, alors le serpent lui dit, mais pourquoi s'interdire de manger ces fruits-là? Et Ève lui répond, parce que si nous les mangeons, nous mourrons. Ah, le serpent, il dit, mais pas du tout, ma petite. C'est au contraire, c'est tout l'inverse. Question de sémantique. Mais en tout cas, c'est pas exactement la mort comme on pourrait l'entendre. En vérité, dit le serpent à Ève, si tu manges un fruit de l'arbre de connaissance, vous savez ce que l'on va découvrir, on va faire la différence entre le bien et le mal. Toute la question est de savoir, mais qu'est-ce que ça amène d'avoir cette connaissance du bien et du mal? Alors, Ève, elle est quand même, elle se questionne, elle est tentée parce que elle sent bien qu'il y a quelque chose qui parle en elle. Et d'un seul coup, vous savez ce qui va se passer hein, dans la suite. Ève va récupérer un des fruits, va le goûter. Elle va entendre à Adam en disant que c'est le serpent qui lui a dit qu'en fait on mourrait pas et que patati patata, ils allaient devenir quelque part conscients, qu'ils allaient devenir omnipotents, sans savoir véritablement ce que cela signifie. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là, dès que Adam et Ève goûtent aux fruits de l'arbre de la connaissance, ils commencent à prendre conscience de leur différence. En gros, ils se rendent compte qu'il y en a un, il a un zizi, et l'autre, qu'il a un minou. C'est ça la connaissance du bien et du mal, faire la différence entre les deux choses. Mais ça veut dire tellement. Ça veut dire complètement prendre acte des différences. Prendre acte d'un seul coup qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Arrive Dieu. Là, Dieu se rend compte que Adam et Ève sont en train de se planquer, qui se sont confectionnés des cachex à partir de feuilles de figuier. Et là, Dieu, il comprend tout de suite. Il fait, mais si vous avez peur, de moi, si vous planquez, ça veut dire qu'une seule chose, c'est que vous avez mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Et là, Dieu commence à se foutre en pétard.
Adam dit c'est pas moi, c'est Ève qui m'a fait manger le fruit, et puis Ève dit c'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent, la symbolique du serpent, mais en fait elle est géniale cette symbolique, parce qu'elle est quelque part le trait d'union, tout et en même temps. Ah, j'aime pas trop ce mot là, le en même temps là, ça, en ce moment ça le fait pas. Mais pourtant c'est un petit peu l'idée. Le serpent, bah, c'est évidemment le serpent, c'est le phallus. Et le phallus, c'est quoi? C'est à la fois ce qui différencie Adam de Ève. Bah, oui, Adam, il a un phallus, Ève, elle n'en a pas, donc c'est la différenciation. Et d'un autre côté, c'est également ce qui va les unir, puisque ce serpent, c'est lui qui va leur donner la connaissance à tous les deux, et donc la connaissance de pouvoir se distinguer, se différencier. Euh, Là, on se rend compte évidemment que l'aspect du serpent, l'aspect phallique du symbole du serpent va nous amener aussi à découvrir, à apprendre des choses par rapport à la sexualité. En fait, si on, si on fait maintenant un point global sur ce mythe, vous savez que suite à cet épisode, Dieu va bannir Adam et Ève du paradis. Il va placer un petit chérubin avec une épée flamboyante pour garder l'entrée du jardin d'Éden. Et surtout, il intime l'ordre à Adam et à Ève, Adam de travailler, à Ève de découvrir les souffrances de l'enfantement. Donc il y a la notion de souffrance derrière tout ça, qui est sous-jacente à tout ça. Alors si on résume ce mythe, il nous donne un petit peu toutes les clés. C'est vraiment un mythe initiatique. Le jardin d'Éden, c'est quoi? Eh bien, c'est parfaitement une analogie à l'utérus, à notre état utérin, c'est-à-dire un état où on est dans une forme d'unité, dans une forme d'osmose, bien sûr avec sa mère, mais c'est au-delà de sa mère, dans le ventre de sa mère, on est dans une forme d'osmose avec la vie. Quand on est dans l'utérus, on est dans le paradis perdu, on est dans l'Éden. L'information est intéressante. Ça veut dire qu'en fait, le mythe d'Adam et Ève nous raconte notre histoire à nous, l'histoire de notre humanité. On est issu du paradis perdu, duquel on a été extirpé à cause d'un serpent. Je ne vous fais pas de dessin. Effectivement, il a fallu un serpent pour pouvoir être créé et ensuite être séparé de la mère, de notre mère. Donc, on se rend bien compte que le jardin d'Éden, il est comparable à l'utérus, il est comparable au paradis perdu. Et à l'intérieur de ce paradis, il y a donc cette Ève et ce serpent qui sont en fait les germes de la connaissance. Cette connaissance que l'on va pouvoir aussi acquérir au travers de la sexualité, mais à condition de pouvoir à un moment donné se séparer. Donc, au final, le mythe d'Adam et Ève, il nous indique quoi? Que nous faisons partie d'un tout. Nous sommes issus d'une totalité, mais que dans cette totalité, il y a un petit germe, il y a ce phallus qui est en train de pousser pour nous permettre de nous différencier, de nous distinguer. Ce faisant, si nous découvrons que nous sommes différents de notre prochain, tout comme, à un moment donné, l'enfant que nous avons été autour de l'âge de, c'est 3-4 ans, c'est à ce moment-là que l'on prend conscience qu'il y a des filles et qu'il y a des garçons. Et comment on s'en rend compte d'une façon assez simple, au même titre que Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient différents. Donc voilà, on a encore une fois des étapes qui sont décrites par ce mythe d'Adam et Ève. Et si on va plus loin, on sait ce que nous indique également ce mythe, c'est qu'à un moment donné, on a un mode d'emploi qui nous est donné. Ce mode d'emploi, il est que en étant
incarner, forcément on va se différencier, forcément on va être différents les uns des autres, mais pour aussi mieux découvrir, mieux apprendre la connaissance du bien et du mal. Et là, à un moment donné, cette étape va passer par un autre passage initiatique qui va être la sexualité. Alors, sexualité physique ou symbolique, hein. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit bien que pour qu'il y ait une sexualité, il faut qu'il y ait une différence. Il faut, bah oui, sinon, si on est du même, on n'a pas besoin. Ça sera pas, c'est difficile de coucher avec soi-même quelque part, enfin pour parler vulgairement parlant. Donc, pour pour qu'il y ait une forme de sexualité, il faut quand même qu'il y ait une rencontre à l'autre. Pour qu'il y ait une rencontre à l'autre, il faut évidemment prendre conscience que nous sommes deux personnes distinctes, que nous sommes différentes. Et ensuite, cette fusion va pouvoir permettre de revenir vers le paradis perdu, vers cet Éden, mais en ayant un aperçu en ayant l'aperçu d'une totalité tout en étant distinct. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. La connaissance, c'est le bien et le mal. C'est vraiment prendre conscience que nous sommes différents pour pouvoir se réunifier à nouveau. Eh bien, dans cette période de confinement, on est à la manière des alchimistes dans une forme d'athanor. C'est-à-dire que l'athanor, vous savez, c'est cette espèce d'alambic en forme de poire avec une espèce de bec verseur qui est comme le phallus, qui est comme le serpent ou qui est comme le germe d'une graine qui est en train de pousser. Mais dans cet athanor, on est dans une opération de calcinatio. La calcinatio, c'est-à-dire que on cuit. Et dans cette période de confinement, on est obligé de cuire. Alors au début, ça va se passer plutôt pas mal, mais plus ça va durer, plus on va commencer à trouver que ça va être fichtrement dur. Ça va commencer un petit peu à nous démanger, ça va nous brûler. Mais cette opération de calcinatio, elle est nécessaire en alchimie parce qu'elle va permettre de pouvoir décomposer nos éléments. Elle va pouvoir permettre de nous décomposer, de prendre conscience que, bien sûr, il y a notre réalité d'homme, il y a notre réalité de femme, mais que derrière cette réalité, il y a une autre partie en nous à explorer qui est notre anima pour les hommes, notre animus pour les femmes. La séparation des deux est nécessaire. Alors, cette séparation, elle va pouvoir aussi s'opérer après par la projection sur l'autre. Ça, c'est un autre aspect des éléments. Mais là, vraiment, il faut prendre conscience que nous sommes des êtres distincts. Certes, nous sommes à l'image du Créateur, nous sommes à l'image de Dieu, de Mère Nature, de tout ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez ou appelez-la comme vous voulez. Mais vraiment, on ne peut pas faire autrement que de découvrir que nous sommes des créatures différenciées, des créatures individuées. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on ne peut pas aller à la rencontre de l'autre. Eh bien, cette période de confinement va nous permettre, c'est une opportunité pour nous retrouver nous-mêmes, pour prendre conscience que nous sommes une entité bien à part. Et peut-être que dans cette période, à la faveur justement de cette lunaison en bélier, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place en termes de guérison, en termes d'enseignement, grâce peut-être pourquoi pas par les rêves. Hein, il peut être intéressant d'ailleurs de noter les rêves pendant cette période pour pouvoir rentrer en contact avec une autre partie de nous-mêmes. Se distinguer, c'est explorer toutes les aspérités de notre être, y compris des dimensions de nous-mêmes que nous n'avons pas pu encore observer. C'est un peu aussi le mythe de la caverne de Platon. C'est un peu le mythe de la montagne sacrée, de la montagne des Nibelungen, hein, vous savez, où il y a un trésor qui est gardé par un dragon. C'est l'histoire de Tolkien, hein, c'est le Seigneur des Anneaux, enfin c'est avec les Hobbits.
on est dans une période où on a cette capacité d'aller chercher en nous de nouvelles ressources, de nouvelles richesses. Ces richesses qu'il faut voir, qu'il faut prendre au sens du mot valeur. Parce que quand on prend conscience de ces richesses, de ces valeurs, forcément à la fin, on va prendre conscience que nous sommes différents de notre prochain. Voilà l'idée donc de cette lunaison. Alors sur un plan astrologique maintenant, et après je vous laisserai poser vos questions, sur un plan astrologique, on a donc une lunaison dans le signe du Bélier, on est au 5e degré du signe du Bélier. Le symbole sabian d'ailleurs est assez intéressant, le symbole sabian associé à ce 5e degré du Bélier, c'est un triangle ailé. Donc là, l'idée c'est, il y a eu comme une idée d'élévation, il y a une idée de pouvoir, il y a une dimension spirituelle, et avec les ailes, une forme d'élévation, donc qui sous-tend, qui souligne cette partie d'enrichissement de nous-mêmes par nous-mêmes. Sur le positionnement des astres, c'est très simple. Cette lune, elle est conjointe à la lune noire, donc à Lilith, à celle qui détenait la connaissance, la connaissance de l'univers, la connaissance du nom de Dieu, donc nos connaissances à nous, nos richesses à nous. Elle est également conjointe à Chiron, donc pour tous ceux qui sont connaisseurs en termes de mythologie, Chiron c'est le centaure, c'est le guérisseur blessé, celui qui va gagner son immortalité, qui va pouvoir guérir en échange d'un troc qui est le fait de pouvoir céder son immortalité. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, quand on sort de l'utérus, on va souffrir, on va avoir mal, on va être le bébé qui va brailler. Et bien Chiron, il a fait un peu la même chose. Lui, il avait tellement mal qu'à un moment donné, pour guérir, il a donné son immortalité pour pouvoir mourir. Quelque part, grandir. Et ça, c'est un peu le résumé de l'enseignement de Chiron et l'enseignement du mythe d'Adam et Ève. Quelque part, pour pouvoir naître, il faut mourir, tout simplement. Et mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se séparer du paradis originel, ça veut dire se séparer de l'utérus de sa maman, ça veut dire se séparer de son univers familial pour prendre vraiment conscience et faire grandir en nous ces valeurs, ces richesses qui marquent notre identité. Voilà ce que je pouvais vous dire au travers de cette lunaison. Ah oui, très intéressant aussi, ça c'est le côté aussi très positif. Elle est en aspect harmonique, cette lunaison, avec la triple conjonction, notamment avec Saturne. Donc, eh bien, profitons-en. Profitons de cette période de confinement pour pouvoir poser de nouvelles fondations, pour pouvoir se construire nous-mêmes. Hein, toujours au travers d'une forme de culture de nos propres valeurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair dans mes explications. En tout cas, écoutez, je vous laisse, je vois que vous avez pas mal écrit, je vais essayer de répondre à vos questions, n'hésitez pas à continuer à en poser. On va se laisser un petit quart d'heure, et puis après, on ira faire dodo. Hein, voilà. Voilà. Alors, bonjour Cynthia, bonjour Evangelia, salut Vasco. J'imagine que tu es en Irlande. Non, je ne vais pas m'enrhumer. En général, je suis plutôt un être à sang chaud. Oui, Lilith, c'était la première femme d'Adam, tout à fait. Mais Lilith, c'était la première Ève. Elle a été virée. C'est exactement ça. Tac. Elle a été. Ah, vous êtes sympa avec Lilith, hein, franchement. Non, elle s'est virée toute seule, Lilith. Alors, Cynthia, j'adore rêver, on apprend, on répare, on voit des choses prémonitoires. Ouais, bah oui, tout à fait.
Ça fait partie des choses, bien que l'idée, c'est quand même dans le rêve, hein, surtout dans cette période, les rêves peuvent être à caractère beaucoup plus initiatique, c'est-à-dire que euh, ils vont nous permettre de nous mettre en relation avec des angoisses de nous-mêmes, ces angoisses qui peuvent être héritées de la sphère familiale, de la sphère parentale, et en général, les angoisses, elles reposent sur le fait d'une difficulté justement à pouvoir se différencier. Car dans le mythe d'Adam et d'Ève, on voit bien que Ève, c'est le féminin, mais le féminin, il porte en elle le serpent, il porte en elle ce germe qui va nous obliger à nous différencier. Donc, euh, les rêves que nous faisons en ce moment peuvent nous apporter des formes d'angoisse. Je pensais à une amie d'ailleurs récemment là qui me parlait d'un rêve qui était proprement angoissant, où il y avait une forme d'invasion de nuisibles. Et ça, c'est tout à fait une relation d'angoisse que nous pouvons avoir, que nous pouvons manifester à l'égard de notre propre mère, qui peut se montrer à la fois intrusive et angoissante. Hein, le côté, quand on a des nuisibles, des rongeurs qui peuplent nos rêves, c'est quand même le côté angoissant du rongeur, le côté intrusif de l'invasion du rongeur. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que nos angoisses, finalement, traduisent quoi? Traduisent une peur d'être submergé. Et la peur d'être submergé, c'est la peur de ne pas pouvoir se différencier. Si on prend une image assez simple, on est sur la plage, il y a un tsunami qui arrive, on est balayé et d'un seul coup, on fait partie, on est avalé par la mer. Donc, on regagne une totalité, on perd notre identité. Eh bien, nos rêves, les rêves que nous pouvons faire à ce moment-là, même s'ils sont a priori pas sympas, a priori angoissants, ils sont simplement là pour réveiller en nous ce besoin de pouvoir couper le cordon ombilical, de pouvoir couper avec, ça peut être les parents, ça peut être la mère, le père, la famille, comme ça peut être aussi la société ou notre travail, quelque chose qui nous submerge et qui nous empêche de nous révéler complètement. Ça signifie qu'in fine, pour le côté prémonitoire, eh bien oui, on peut faire ce genre de rêve qui va littéralement réveiller en nous ce besoin de nous révéler à nous-mêmes, et in fine, eh bien, on va peut-être devoir couper avec un certain environnement, qui peut être donc la famille, qui peut être le travail, qui peut être le mari, qui peut être la femme, peu importe. Toutes ces choses qui fait qu'à un moment donné, on étouffe et on a besoin de pouvoir hurler. Et quand on hurle, qu'est-ce qu'il fait le bébé quand il naît? Il hurle, il crie son nom quelque part. Il crie « je suis là ». Je suis différent, j'entends ma voix, et le fait d'avoir sa voix, d'entendre sa voix, c'est déjà pour soi le fait de pouvoir se dire je suis différent, je suis en capacité de m'exprimer. Alors, est-ce que je suis moi dans la Tanor? Oh, je pense un peu comme tout le monde. Hein. On est dans. Enfin, moi personnellement, je trouve ça assez génial. J'aime bien cette période de confinement. Euh, Effectivement, moi, je ressens comme une forme de liberté. Bon, puis après, je vous cache pas que mon côté Bélier commence à rentrer en diapason avec cette lunaison en Bélier. Alors, quid du prochain transit de Mars en Bélier? Que te dire, Sophie? Bien sûr, il va être important, mais il va être surtout important parce que au mois de septembre, Mars, dans le signe du Bélier, et particulièrement à la fin du signe du Bélier, va être en rétrogradation. Va démarrer une boucle de rétrogradation et pas à n'importe quel endroit, donc à la fin du signe du Bélier, c'est-à-dire parfaitement
au carré de cette triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton. Alors, autant l'entrée de Mars dans le Bélier, oui, bon, bien sûr, ça peut faire bouger pas mal de choses. Déjà, la lunaison en Bélier va faire bouger énormément de choses, surtout au moment de la pleine lune. Mais le moment, je pense, le plus important de l'année, ça va être, pardon, au moment où Mars va faire cette rétrogradation en étant au carré de cette triple conjonction. Quand Mars rétrograde, ça a toujours un lien avec une, comment dire, euh, on va retrouver, on va remettre en jeu notre position. C'est-à-dire, on va revoir notre positionnement justement par rapport à notre environnement familial, notre environnement, alors familial au sens propre, au sens proche, quand c'est le noyau familial, mari, femme, enfant, comme ça peut être la famille un peu plus éloignée, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc., etc. C'est à ce moment-là que dans cette culture de l'identité dans laquelle nous sommes rentrés depuis 2020, eh bien, les choses ont commencé à péter au moment de la rétrogradation de Mars. Hein. Et là, ce sera certainement la partie la moins confortable, parce il va y avoir aussi à ce moment-là un coup d'arrêt. Et puis au moment où ça redémarre, en général, enfin moi je sais que les rétrogradations de Mars, je les apprécie pas forcément, mais systématiquement, on en ressort quand même beaucoup, beaucoup. Mais alors, tellement plus libre. Alors, les explications. Ah ben, je suis ravi, Chris, si ça a pu apporter des explications sur les rêves de ta fille, ta fille adulte. Bah oui. Ah oui, si en plus elle vit en ce moment avec toi, effectivement, il peut y avoir ce côté un petit peu angoissant de se retrouver dans l'utérus maternel. Hein. C'est assez logique. Alors, bonsoir Alice. Le carré de Saturne de cette nouvelle lune, vous pouvez nous dire quelque chose? Le carré de Saturne, alors en fait, Saturne, il n'est pas en carré en ce moment. Là, il est en sextile à la nouvelle lune. Donc c'est un peu plus léger. Alors, le sextile, c'est quoi? C'est quand même c'est un côté concret. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre en pratique ce que nous voulons faire. On peut mettre, on peut mettre en pratique nos rêves, nos désirs, nos actes. Ça, et en plus avec un sextile à Saturne, ça veut dire que l'on peut commencer à construire à partir de ce moment-là des nouvelles choses. Je tiens aussi à vous rappeler que dans le processus de la triple conjonction, nous avons affaire à 3 cycles différents qui sont en train de prendre fin et en train de redémarrer. Car, oui, s'il y a mort, il y a forcément naissance. Ainsi, le cycle Saturne-Pluton, il y en a un qui s'est terminé le 5 janvier de cette année, donc aussitôt, il y en a un autre qui a démarré. Donc, quand on est dans le démarrage d'un nouveau cycle, évidemment, il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouvel élan qui progressivement se met en place. Le deuxième cycle, c'est celui de Jupiter et de Pluton qui va redémarrer plus exactement dans quelques jours. Hein, je crois que c'est le 12 avril. Alors, patience avec ce cycle-là, parce que certes, il va redémarrer le 12 avril, mais après, il y a un jeu de rétrogradation qui va durer jusqu'au mois de... Je crois que c'est en novembre que le cycle se relancera de manière définitive. Mais déjà, on sent que les choses progressivement vont pouvoir s'alléger. Alors quand je dis s'alléger, c'est-à-dire que dans notre volonté d'action, ça va être déjà un peu plus concret. On va pouvoir aller vraiment de l'avant. Le dernier cycle, c'est entre entre Jupiter et Saturne. Là, c'est pareil, hein, il va falloir attendre le mois de juin et puis le mois de décembre pour pouvoir redémarrer complètement. Salut Christelle, comment vas-tu? Comment ça va dans le sud de la France? Alors, tu parlais du carré Uranus-Saturne.
Ah, alors ça, c'est différent. Le carré Uranus-Saturne, alors il faudra que je fasse un live hein, là, dessus, parce que c'est pareil, hein, euh, on est encore sur un autre cycle, ça demanderait vraiment des explications. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, entre ce carré Uranus-Saturne, c'est un carré finissant. Donc, on est sur un cycle qui d'ailleurs s'oppose un petit peu. euh, D'un côté, on a Uranus qui nous... En fait, quelque part, non, il s'oppose pas tant que ça finalement. Parce que les deux les deux planètes sont des planètes différenciantes. Alors là, on est sur un dernier carré. Un dernier carré ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes obligés de réajuster, euh, de faire un peu le bilan et de réajuster tout ce qui s'est passé à la conjonction, à la dernière conjonction de Uranus et Saturne. Alors ça, ça peut être intéressant. Je ne me rappelle plus en quelle année elle était, là, cette dernière conjonction. Attendez, je vais vous redire ça. La dernière fois que Uranus et Saturne étaient ensemble, je crois que c'était... alors attendez, faut que je reprenne ça. Ça devait être en 1988. Voilà, oui, c'est ça. Il me semblait bien que c'était à la fin des années 80, 1988. Donc, on, l'idée avec ce carré, on est toujours dans cette quête d'identité, dans cette remise en cause d'une certaine forme d'identité, d'une certaine forme de distinction. Pour le moment, c'est la seule information que je vais vous donner. Je préfère pas trop rentrer dans le détail de ce cycle. Parce que déjà, on est quand même pas mal occupé avec Jupiter, Saturne, Pluton. Je suis désolé pour toi, Vasco, si tu saignes du nez. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, écoutez les amis, je sais pas ce qu'il en est pour vous. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Je vais vous laisser. Il est 19h19. Alors, salut Gilles, comment vas-tu? Saturne en Verseau, et ben Saturne en Verseau pour moi. Gilles, non mais vraiment, me demander ça à moi, toi qui est mon maître. Alors Saturne en Verseau, justement, il est par rapport au mythe d'Adam et d'Ève, il est là il amplifie quelque part ce mythe. C'est vraiment pouvoir prendre conscience de notre individualité dans le groupe. Saturne, quand il rentre dans un signe, il nous apporte toujours cette forme de distinction. Il nous apporte la question. Il nous apporte il nous apporte une rupture. Et cette rupture dans le signe du Verseau, elle signifie quoi? Elle signifie qu'on doit à la fois prendre conscience de qui l'on est pour pouvoir prendre conscience du groupe. Et là, pour le coup, avec le Verseau, on est dans une dimension collective. Donc quelque part, et à la faveur de la triple conjonction, c'est soi, c'est distinguer son propre être, sa propre culture, sa propre identité, pour pouvoir ensuite l'intégrer dans le collectif sociétal, pour pouvoir l'intégrer dans le groupe que constitue notre société. Donc, Saturne, Verseau, qui plus est carré Uranus Taureau, eh bien, c'est tout simplement nous repositionner dans la société. Textuellement, littéralement, c'est ça. On va chercher à repositionner notre rôle social. Et pour cela, eh bien, oui, pour pouvoir repositionner ce rôle social, il faut avoir vraiment conscience de qui l'on est et prendre conscience que le groupe est quelque chose d'autre. Ça veut dire aussi que quelque part, sur un plan culturel, là on pourrait parler des travaux de René Gérard, il va falloir apprendre à se déculturer quelque part. Il va falloir apprendre à s'extraire de cette culture. Alors, par exemple, si on parle de la culture occidentale qui est fondée sur la culture judéo-chrétienne, sur une forme de
culpabilité, eh bien peut-être on va devoir aussi s'extraire de cette culture de la culpabilité. S'extraire d'une culture, c'est commencer vraiment à se donner une forme de liberté, une forme d'autonomie d'existence. Est-ce que ça répond aux questions? Alors oui, c'est ça, hein, c'est vraiment, l'idée, c'est de s'autonomiser. Et pour s'autonomiser, eh bien, il faut échapper évidemment aux influences du groupe, Vous savez, ça me fait penser, tiens, soudainement, vous savez, je crois que c'est un conte chinois, vous savez, où il y a une cage avec des singes, et puis d'un seul coup, il y a un nouveau singe qui rentre dans la cage. En haut de la cage, il y a une banane, et puis bah, le nouveau petit singe qui vient de rentrer dans la cage, il voit cette banane là-haut et il veut aller l'attraper. Donc, il se rend compte de son corps, il se rend compte de ses capacités physiques, il se rend compte qu'il est en mesure de pouvoir atteindre la dite banane et il va aller la chercher. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, le groupe des singes qui étaient présents dans la cage depuis très longtemps, eh bien, ce groupe-là, la culture la culture, les règles, la réglementation fait que bah, on n'a pas le droit d'aller chercher la banane. De même que Dieu, dans le mythe d'Adam et Ève, a dit à Adam et à Ève, vous n'avez pas le droit, la règle, ma règle familiale, ma règle culturelle que je vous impose, c'est de ne pas aller manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Et ben notre petit singe, il a essayé d'attraper sa banane, et là, tous les autres lui sont tombés dessus. Euh, et c'est con parce que, bah, du coup, quelque part, ils vont se priver d'un bon gueuleton. Voilà. Saturne en Verseau, au carré d'Uranus-Taureau, il nous apprend ça. Il nous apprend aussi, à un moment donné, à casser les interdits, à sortir du dogme familial. Ça peut être intéressant d'ailleurs aussi en termes de transgénérationnel. Hein. C'est s'autonomiser, c'est devenir libre du carcan familial, libre des règles de la famille. Donc, alors attention, je dis pas qu'il faille devenir anarchiste, mais l'idée, c'est quand même d'acquérir une certaine autonomie qui va être construite sur notre propre identité, que l'on va pouvoir ensuite intégrer dans le groupe pour le bénéfice du groupe. Cela va sans dire. L'idée, c'est pas de vivre évidemment en ermite. L'idée, c'est pas de quand le petit singe il va chercher sa banane, qui vous dit que c'est pour la garder pour lui. Non. S'il a des capacités physiques pour aller décrocher cette banane là-haut, c'est peut-être aussi à un moment donné pour pouvoir revenir avec et la partager avec les autres singes. C'est pas très flatteur pour Dieu, Laurence. Ben, si, c'est assez flatteur parce qu'en fait, c'est quand même Dieu qui est à l'origine de tout ça. C'est Dieu qui a créé cette totalité et en même temps, dans cette totalité, il y a ce germe de conscience qui fait que spontanément, naturellement, on est programmé pour devenir libre. On est programmé pour devenir des êtres individués. Et ça, donc, c'est Dieu qui l'a créé. Hein. Ça fait partie des règles. Alors, même s'il nous fout un peu le bazar, de toute façon, in fine, on va forcément en passer par une forme de souffrance, enfin une forme de souffrance. Nous, on l'interprète aujourd'hui comme de la souffrance, parce que la souffrance, elle nous oblige à casser le confort, elle nous oblige à rompre la routine. Et ça demande de la patience, et ça demande de l'acceptation, et ça demande aussi de l'acceptation de la volonté de Dieu, justement, de la volonté de respecter la règle établie par Dieu ou établie par la nature. Et in fine, c'est aussi tout simplement, je dirais, et ça pourrait presque être le mot de la fin, c'est tout simplement faire confiance au Dieu. Moi, c'est en termes mnémotechniques, j'appelle ça la PAC. Alors, pas la politique agricole commune, hein, clairement. C'est la PAC, P-A-A-C. P comme patience, A comme acceptation de la souffrance, A comme acceptation de la volonté des dieux,
mais c'est comme confiance au Dieu. Oui, alors sa condition de transgresser, mais la transgression, elle est inhérente à, elle est inhérente à la vie. Elle est inhérente à nous. C'est cette transgression qui va permettre de faire grandir ce germe, qui va faire pousser des feuilles, qui va faire pousser des branches, qui va donner des fleurs, des fruits, etc., etc. Oui, voilà, Gilles, hein, t'as pleinement résumé. Hein, c'est se libérer des contraintes collectives pour redonner la place à l'individu. Ben, je pense que voilà, tu viens de résumer 50 minutes de de blabla de mon côté. Et cette lunaison en bélier, voilà ce qu'elle nous apprend. On est vraiment là-dedans, se libérer des contraintes collectives. Alors, collectives, et elle sait à tout niveau. C'est au niveau familial, c'est au niveau transgénérationnel, c'est au niveau de la société, c'est au niveau culturel, c'est au niveau éducation. On a besoin de transgresser tout ça pour comprendre que nous sommes des êtres uniques, mais à l'image de Dieu. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je reprends encore une ou deux questions et au-delà, s'il n'y en a pas, eh bien, écoute, on va se quitter. On va se souhaiter évidemment une très très bonne lunaison parce que le programme il est riche, hein, il est même costaud. Je pense qu'on a du pain sur la planche, tous autant que nous sommes. Donc, bah c'est un bon redémarrage qui a lieu maintenant. J'aurais tendance à dire, alors là c'est mon conseil un peu personnel. Euh, Essayons de profiter de cette encore une fois de cette période de confinement pour bosser sur nous-mêmes, pour aller de l'avant, pour alors toujours dans l'acceptation de toutes ces règles-là, dans l'acceptation de la société, de la famille, mais également dans l'acceptation de nous-mêmes. L'idée, on a vraiment besoin de se connaître. Et là, ce confinement, c'est une période idéale pour ça. Pourquoi je nous encourage tous à faire ce travail-là, c'est que plus on fera ce travail maintenant, moins le carré de Mars à la triple conjonction et sa rétrogradation dans le signe du bélier seront douloureux. Parce qu'il est certain que si on n'a pas pris conscience de nous-mêmes, si on n'a pas fait grandir ce germe qui nous représente, hein, ce germe qui nous distingue des autres, quand il va falloir prendre des décisions par rapport au collectif, par rapport à la famille. Vous savez, vous verrez, hein, Mars, les rétrogradations de Mars, ça chamboule en général vraiment les places au sein de la famille. Et ben, je peux vous dire que si on n'est pas costaud envers soi-même, ça peut être vraiment compliqué. Donc, à la faveur de cette lune en bélier, vraiment, il faut y aller, il faut savoir qui on est. Il faut apprendre à savoir qui nous sommes concrètement. Alors Vasco, toi tu associes le paradis perdu au premier degré du bélier. Moi je l'associerais à l'enfer, personnellement. Et le paradis perdu, je vais plutôt le trouver du côté du poisson. C'est-à-dire ce grand tout, ce grand océan. Oui, bah clairement l'incarnation c'est l'enfer. Hein. De toute façon les mondes inférieurs c'est ça. Hein. Euh, être sur Terre c'est être sous le ciel. Hein. On est inférieur au ciel quoi. Bien, chers amis, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est toujours un grand plaisir. Le printemps s'éveille, les oiseaux sont partout, la nature pousse. Prenons exemple sur cette nature là, justement, avec tous ces germes là qui poussent, toutes ces nouvelles branches qui cherchent justement à se distinguer de la masse. Allez, petite anecdote et j'en resterai là. La semaine dernière, j'ai passé 4 jours à tailler mes haies et je m'amusais de voir combien il y a des branches comme ça qui d'un seul coup vont pousser sur
plusieurs dizaines de centimètres, voire 1 mètre, et c'est une branche au milieu d'un buisson. Et je trouvais que cette branche, alors évidemment, bon, je l'ai ratibosée parce que c'était pas très esthétique, mais quelque part, ça me faisait mal parce que je dis, cette branche, elle est géniale, quoi. Elle a eu la force de s'extirper de la masse, de cette totalité de la haie. Et bah, soyons comme ces branches qui savent s'extraire des haies. Ça, c'est vraiment le message de la nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une superbe soirée, une bonne lunaison, et puis on se retrouve pour très bientôt. Je ferai un live sur le cycle Saturne, sur le cycle Jupiter-Saturne, qui sur un plan mondial, notamment sur un plan européen, va être fort riche en événements. Je vous embrasse, ciao, à très bientôt, et prenez soin de vous.